ils s'en foutent. Hein. Les constituants veulent instaurer, alors pas, à l'époque c'est pas une république, mais un régime bourgeois, tout simplement. Et c'est... derrière, on aura les Girondins qui vont mener la même politique. Ce qui va poser des problèmes par rapport aux subsistances, et notamment beaucoup de révoltes paysannes, avant l'heure, auront pour motif des questions de subsistance. Et liées à la politique mise en place par les gens qui, à ce moment-là, dominent les instances gouvernementales, l'Assemblée, et qui mènent des politiques qui sont totalement contraires à celles que prend Robespierre. Je ne sais pas si vous connaissez son discours sur les subsistances, je ne suis pas sûr que vous le réprouveriez. Comment dire, votre vision de l'histoire est une vision qui est vraiment obsolète. Hein. On a beaucoup évolué en la matière dans le cadre de la recherche, et notamment, je sais que vous ne devez pas aimer un homme comme Furet, qui a fait un travail de fond très bien documenté sur les origines et l'évolution de la Révolution française, ce qui remettait évidemment en question toutes les théories idéologiques, notamment celles mises en œuvre par Hollard-Mathiez, etc. Donc tout ça, ça y est, c'est fini. On a une vision à la fois plus objective, plus rigoureuse, plus scientifique de la Révolution française. On n'est pas du tout dans le cadre de cette vision dogmatique qui a été énoncée par Michelet et reprise après par les auteurs que je viens de citer. Excusez-moi, vous procédez par extrapolation, par parallèle, etc. Vous nous dites que vous n'êtes pas dans l'idéologie, à vous écouter les révolutionnaires, et je parle pas de tous les contemporains de la Révolution, je parle vraiment de ceux qui sont à la pointe des idées révolutionnaires dans Robespierre, on les voit encore avec le couteau entre les dents. D'un côté, il y a les gentils, de l'autre côté, il y a vraiment les méchants. Si c'est pas de l'idéologie, qu'est-ce que c'est? Vous me faites dire ce que je ne dis pas. Je reprends la démonstration de Furet qui distingue bien deux révolutions et ce qui remet en question la vision, celle dénoncée synthétiquement par Clemenceau, que la Révolution faisait un bloc. Moi, je suis d'accord avec le bloc. Donc, moi personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision, et je suis beaucoup plus proche de celle de Furet. Il y a bien, pas deux révolutions, mais trois révolutions dans ce bloc. Et la première révolution, en fait, s'achève avec le départ du roi. Et là, il se met en place le bégaiement de la deuxième révolution qui va aboutir tout naturellement. Alors je dis tout naturellement parce qu'un certain nombre d'auteurs contemporains, je pense notamment à Burke, qui dès 1790 ont écrit que la révolution ne pouvait que se terminer par un bain de sang. Bien. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que les contemporains ont compris cette mécanique qu'elle est débouchée sur ce qu'elle a débouché effectivement. Quand vous dites les contemporains, c'est marrant parce que vous citez toujours des auteurs contre-révolutionnaires. Donc forcément, vous parlez de Taine, vous pouvez me citer un auteur autre contemporain, autre que ceux que je cite, c'est-à-dire Burke, Babeuf, par exemple. À propos de Babeuf, sur lequel vous appuyez pour dénoncer le génocide vendéen, vous n'avez pas rappelé, alors, moi je n'ai pas lu ce mémoire, mais je ne sais pas s'il dénonce Robespierre en particulier, mais en tout cas Robespierre, Babeuf a quand même fini robespierriste. Hein. Alors, à mon avis, s'il avait considéré réellement Robespierre comme le responsable d'un génocide, je ne suis pas sûr qu'il aurait encensé Robespierre par la suite. Alors, il a une modernité dans son écrit qui est celle du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il constate effectivement, il a étudié le cas de la Vendée, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et pour cause, dans le cadre d'un système démocratique, ou en tout cas semi-démocratique, que le peuple souverain va concevoir et mettre en œuvre l'extermination d'une partie de lui-même. S'il constate qu'il y a bien eu
une addition de lois d'extermination et d'anéantissement. Il réfléchit sur les origines de ces lois et il dénonce de manière très précise Robespierre. Dans le cas de mon livre sur le génocide de la Vendée, je rappelle quand même que cet ouvrage est publié après Thermidor et que Babeuf était lui en prison avant le 9 Thermidor. oui, je ne vois pas ce que ça change. Ben, Bon, je pas... Ça change qu'à ce moment-là, il était à la mode de tout mettre sur le dos de Robespierre. Moi, je parle de sa démonstration, celle qu'il fait, qui est exactement la démonstration que fait Davis par la suite pour dénoncer le génocide des Arméniens par les Turcs, ou celle de Lemkin dans les années 30 pour dénoncer les crimes commis par les Lénine, Staline et Hitler. Bien. Et c'est la démarche qui est intéressante. Il faut analyser la démarche de fond. Il constate que c'est un crime contre l'humanité qui a été mis en œuvre. Il ne sait pas comment le qualifier parce qu'il n'y a pas de mot dans notre vocabulaire. Et il va chercher un mot, et comme il ne le trouve pas, il va retenir le mot populicide. C'est déjà, intéressant à noter. Et ce qui est encore plus intéressant à noter, c'est que cette démarche a été aussi celle de Davis, qui est le consul américain, lorsqu'il constate le crime contre l'humanité commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens. Mais lui, il n'aura pas l'intelligence de Babeuf, et il fera bien le même constat qu'il n'y a pas de mot, puisque malheureusement, le vocabulaire français n'a pas retenu le mot populicide pour des raisons mémoricidaires, et il ne va pas avoir le génie de Babeuf, c'est le génie qui consiste à créer un mot. Et le troisième, Lemkin, lui aura ce génie de créer ce mot, qui est le mot génocide, qui sera défini juridiquement par la Convention de Nuremberg. Et le livre de Gracchus Babeuf sur le système de dépopulation de la Vendée est un livre clé, parce que c'est un livre premier, et c'est un livre qui pose bien au niveau du fond la problématique, c'est-à-dire celle qui a été mise en œuvre par le comité de salut public, parce que ce n'est pas du tout la Convention qui est à l'origine de ces crimes, ce sont bien les membres du comité de salut public, puisque j'ai retrouvé les originaux écrits à la main, signés par les membres du comité de salut public collectivement, CS, et donc c'est bien les membres du comité de salut public dont fait partie Robespierre, qui sont à l'origine de ce crime. Donc pour le coup, on va bien effectivement revenir à la question du génocide, puisque si on regardait la poétique de Robespierre, on ne pourrait évidemment pas le traiter de tyran. Donc ça se réduit à la question de la Vendée. Alors, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est que nous prenons l'exemple de la Vendée parce que c'est le grand exemple, parce qu'on a une recherche aboutie. Malheureusement, nous n'avons pas ce genre de recherche faite sur d'autres lieux. Je pense par exemple à Lyon ou à Caen, etc. J'ai en tête, le souvenir d'un village dans le Var qui a été exterminé, rasé, disséqué, parce qu'il, entre autres, et Goupillot, entre autres, parce que les habitants avaient coupé un arbre de la liberté. Donc, c'est pas anodin. Et c'est qui pense à la population basque qui a été déportée parce qu'elle avait une pensée contre-révolutionnaire. Cela dit, chaque fois vous vous éloignez du sujet. On est en train de parler de Robespierre et vous lui mettez tout ce qui s'est passé sous la Révolution sur le dos. Mais non, je ne lui mets pas tout ce qui s'est passé dans le cadre de la Révolution. On parle de Robespierre et de son œuvre. Or, Robespierre a été nommé au sein du comité de salut public le 27 juillet 1793. Or, je constate que la mise à mort de la Vendée part du 26 juillet et va s'achever avec la chute de Robespierre. Ça, je vais citer l'arrêté du 26 juillet que vous présentez. D'ailleurs, c'est le seul arrêté qu'on trouve intégral dans votre livre. Et un article porte, donc les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté avec tous les égards dus à l'humanité. Donc ça, c'était la politique voulue au départ
on est d'ailleurs au 26 juillet. Il faut quand même se rappeler que la Vendée commence, enfin les insurrections commencent en mars. La politique du comité vis-à-vis de la rébellion en Vendée, parce que c'est quand même, vous passez quand même sous silence le fait qu'il y a une rébellion, que ça massacre quand même dans tous les sens. Une rébellion contre quoi? Mais on s'en fout, ce n'est pas la question. C'est le fait est qu'on a un régime qui se retrouve face à une rébellion. Donc tout régime face à une rébellion réagit. Peu importe, là je ne suis pas en train de discuter la nature du régime. C'est qu'un régime en place face à une rébellion réagit. Et dans les deux camps, il y a des gens qui sont assassinés. C'est comme ça, c'est un fait. Et donc le pouvoir central se doit de réagir. Première réaction, grande réaction, c'est le 26 juillet, donc 5 mois après le début de l'insurrection. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps il n'y a pas eu des échauffourées, des combats, mais le premier grand arrêté, c'est le 26 juillet. D'ailleurs, je vais vous dire une chose que peut-être vous ne savez pas. Le 28 juillet, en fait, Robespierre assiste à la séance. Je ne sais pas si vous le saviez. Comme c'était en fait le cas pour tous les futurs membres du comité. Carnot, ça avait été la même chose, c'est pas quelque chose d'exceptionnel pour Robespierre. Le problème, c'est que vous faites passer... Alors, je ne dis pas qu'on ne trouve pas les termes exterminés, on trouve le terme exterminé. Nous, aujourd'hui, on parle de Vendéens. À l'époque, ils ne parlaient pas de Vendéens. Ils disaient les brigands ou les rebelles de la Vendée au sens générique, théâtre des opérations, guerre à l'ouest. Et pourquoi d'ailleurs ils ne parlent pas de Vendéens? Parce que la plupart des insurgés ne sont pas de la Vendée. Et c'est tout le problème d'ailleurs quand on dit génocide. Un génocide porte sur une population définie. De qui parle-t-on en fait à propos de ces rebelles à l'ouest? Ce qui les caractérise, je suis d'accord, mais je ne conviens qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, enfin, au moins des crimes de guerre, des atrocités, j'en conviens, je ne dis pas que ça n'a pas été. Ce qui me gêne, c'est ce terme de génocide qui, à mon sens, ne convient pas. Pour la raison simple que la population qui va être la cible n'est pas définie. On s'attaque aux rebelles. Alors, comment vous définissez-vous la population qui est victime de ce soi-disant génocide? Vous venez de répondre à ma question tout à l'heure. Effectivement, il y a bien deux phases dans la problématique de la Vendée, et merci, vous avez parfaitement bien vu ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est une guerre civile, de mars 93 au 26 juillet 1793. C'est une guerre civile. Il n'y a en aucune manière une volonté d'extermination de la part de la Convention. Et effectivement, à partir du moment, et vous avez bien cité la date, et vous avez raison, du 26 juillet, où on va rédiger une proposition de loi que l'on va imposer à la Convention. Vous n'avez cité que partiellement la loi qui est liée à la population. Vous n'avez pas parlé du reste, avec cette distinction entre les gens qui portent les armes, les femmes, les enfants, les vieillards, que l'on arrache au territoire et que l'on déporte. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? En tout cas, ce n'est pas un génocide si on les épargne. Mais c'est un crime déjà contre l'humanité. Et, monsieur, il y a un avenant que vous ne citez pas. C'est l'avenant du 1er octobre. C'est parce qu'on constate que l'on ne peut pas arracher les femmes, les enfants et les vieillards parce que les Vendéens sont tellement mauvais républicains qui se refusent de se laisser exporter, que l'on va exterminer l'intégralité de la population que l'on appelle brigands ou qu'importe le mot. Mais de toute façon, il s'agit bien d'exterminer la population. Alors, quel est le critère, puisque vous me posez la question? Le critère, il est très simple. C'est un critère spatial, c'est-à-dire c'est tous les gens résidant en Vendée militaire et tous les gens composant la colonne dite la colonne de la virée de Galerne et qui doivent être éliminés. Bien. Et pour ce faire, on prend des mesures adéquates d'extermination. Je vais prendre un exemple de mesures dont on ne parle pas, puisque la ville de Paris a honoré ce député en lui érigeant une statue sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. C'est le fondateur de la notion de gaz pour gazer la population vendéenne. Bien. Et cet homme, je répète, qui a sa statue
sur l'hôtel de ville de Paris en tant que député. Hein. C'est un criminel contre l'humanité, c'est Fourcroy. Bien. En l'occurrence, il n'y a pas eu de gaz en Vendée. Hein. On a essayé. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la solution qu'on n'a pas mise en œuvre. Dans toute guerre, on essaie de trouver des procédés pour éliminer son ennemi. Ah bah, si vous justifiez les gaz, si vous justifiez... Mais il n'y a pas eu de gaz en Vendée, de toute manière. Non, mais c'est tout de même une première dans l'histoire de l'humanité. Qu'un représentant du peuple réfléchisse sur un moyen, sur le gaz en l'occurrence, d'exterminer systématiquement la population. C'est une première tout de même. D'abord, le rapport a disparu, donc déjà on ne peut pas savoir de ce qu'il y a dedans. Ensuite, comme je le dis, le coup d'empoisonner l'eau, etc., ça s'est fait dans toutes les guerres. J'aurais pu vous sortir, il aurait fallu que je retrouve un arrêté où justement le comité de salut public s'interdit de faire des recherches sur l'armement parce qu'il se dit que si on améliore les armes, l'ennemi à terme aura lui aussi des armes améliorées. Il aurait fallu que je vous retrouve celui-là. Pour en revenir quand même au point central, vous n'avez pas d'abord répondu à la... Vous dites, le comité a voulu exterminer toute la population. D'abord, c'est faux, moi je vais vous présenter des arrêtés qui montrent que c'est totalement faux. À partir du moment où on commence à envisager des indemnités pour les gens, et je rappelle que la politique du comité était de faire évacuer au maximum, vous dites déporter, mais quand on veut épargner la population civile, il n'y a pas 50 moyens, on fait partir les gens qui ne sont pas considérés comme des ennemis. C'est à partir du moment où on les évacue, et ils font bien partie de la population, que vous dites avoir été génocidés. Si on a évacué des gens qui faisaient partie de cette population, c'est bien qu'il n'y a pas eu volonté de génocide. Monsieur, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. N'empêche que nous avons les écrits. Et on a un écrit qui est indiscutable, à moins que vous remettiez en question, bien sûr, les archives. Comme vous êtes parti, vous pouvez le faire. Il date du 23 juillet 1794, c'est-à-dire quelques jours avant la chute de Robespierre. Cette lettre qui est envoyée par Carnot, qui est chargée de l'affaire de Vendée, elle est tout à fait précise. Et je vous lis. Les femmes, les enfants et les vieillards, les individus entraînés par la violence ne méritent pas sans doute le même sort que les monstres qui ont ourdi la révolte, qui l'ont servi de leur volonté comme de leurs bras. Et l'on pourrait prendre à leur égard des mesures de sûreté moins rigoureuses. Mais ce serait abandonner le pays aux horreurs d'une guerre nouvelle et la vie des patriotes à la merci des brigands que d'user envers ceux-ci d'une indulgence absurde et meurtrière. C'est un texte indiscutable. Or, vous pouvez le discuter, vous pouvez le nier, vous pouvez faire œuvre de révisionnisme, de négationnisme. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est un texte précis et qui s'est traduit localement par une extermination massive de femmes, d'enfants et de vieillards. On peut prendre l'exemple qui est le plus connu, l'exemple des Lucs sur Boulogne, 563 personnes exterminées en une seule journée, le 28 février 1794, dont 110 enfants de moins de 8 ans. Je conviens que la Vendée a été horrible. Non, mais monsieur, la Vendée n'est pas un dérapage. C'est ça que vous essayez de soutenir lorsque vous me dites que c'est horrible. C'est bien une volonté d'État, à moins que vous me disiez que les membres du comité de salut public n'incarnent pas l'État, à moins que vous me disiez que la Convention n'incarne pas le pouvoir législatif. Dans ce cas-là, c'est la nouvelle thèse à la mode, c'est que ce qui s'est passé en Vendée est dû à la faiblesse de l'État, au trop peu d'État, ce qui est une absurdité totale. Et on peut l'extrapoler, ça pour Lénine, Staline et tout là, on peut dire n'importe quoi en histoire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la politique du comité, et de beaucoup de représentants en mission d'ailleurs, parce que j'ai les pièces sous les yeux, était de faire évacuer au maximum la population. Monsieur, vous mentez. Ce n'est pas vrai. Ah mais attendez, vous les sortir, moi je les ai ici, il n'y a pas de problème. Non, mais monsieur, vous pouvez dire n'importe quoi. Carrier est un représentant en mission ou pas? Oui. Et il fait quoi à Nantes? Il massacre les gens, effectivement. Non mais, oui, non mais je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Je vous dis que la politique, c'était quand même de faire évacuer les gens et pour ensuite pouvoir cerner ce qu'on considérait comme étant des ennemis. Attendez alors. On ne va pas rentrer dans ce débat absurde. Non mais attendez, moi j'ai aussi des pièces que je vais citer. Mais monsieur, attendez, nous avons les lois.
nous avons la mise en œuvre et nous avons les bilans. Vous pouvez me citer des textes contradictoires, etc. C'est un fait objectif. Là, ce ne sont pas des témoignages a posteriori, c'est quand même les acteurs qui parlent. Moi aussi j'ai des pièces, vous avez les vôtres, moi j'ai les miennes. D'abord, je voudrais parler du décret du 1er octobre, qui pour vous est la marque de la volonté génocidaire. D'accord là-dessus? Oui, bien sûr. Bon. Donc, dans votre esprit, alors, je rappelle ce qu'est ce décret du 1er octobre, c'est la convention sur un rapport de Barère ordonne aux armées d'en finir avec la Vendée avant le 20 octobre. Donc, si on vous comprend bien, la convention est assez insensée et monstrueuse pour ordonner aux armées d'exterminer 800 à 850 000 personnes en 15 jours. Enfin, comment est-ce qu'on peut croire que le décret avait ce sens-là? Mais monsieur, vous me démontrez bien que nous avons une assemblée folle, puisque avec le recul du temps, vous êtes capable de me dire effectivement que c'est absurde. Oui, c'est absurde. Non, pour moi, la portée de ce décret, ce n'est pas la portée de ce décret. Le décret ordonne d'en finir avec la rébellion. À ce moment-là, mais encore une fois, il y a des gens qui sont sous les armes. C'est eux, ce sont eux, les rebelles. C'est eux qu'on demande d'exterminer. Ce qui en soi est légitime pour un régime qui se défend. Mais il est évident, on ne peut pas extrapoler et donner à ce décret la portée que vous lui donnez. Vouloir exterminer 800 000 personnes en 15 jours, c'est absurde. Mais justement, c'est bien absurde. Mais tout est absurde dans c'est techniquement impossible. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est bien pour ça qu'on va changer le plan et qu'on va demander à Thureau un nouveau plan qui devrait être plus efficace. Et d'ailleurs, pour bien montrer que le comité de salut public est parfaitement conscient de ce qu'il fait, lorsque Thureau lui écrit au comité de salut public la lettre que nous avons citée tout à l'heure, c'est-à-dire « J'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée avec 12 colonnes. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans Vendée sous 15 jours, ni maison, ni armes, ni habitants. Oui, » La réponse du comité de salut public, De Carnot. c'est le comité de salut public. Et je répète que toutes les décisions signées par l'un ou par l'autre sont des décisions collégiales. Non, parce qu'en fait, on sait quand même que on sait aussi que chaque membre du comité avait aussi son domaine relativement réservé, même si ça pouvait être visé par d'autres membres, comme de la même manière, Pierre de la Côte d'Or, lui, c'était plutôt l'armement, l'Indé, les subsistances, etc. Bon. D'accord. Dans ce cas-là, si je comprends bien, Robespierre est absolument hostile à ça, et vous avez des documents qui démontrent son hostilité? Et vous avez des documents qui prouvent qu'il est... Ah oui, j'ai plusieurs documents. J'ai par exemple les documents... J'ai les documents, par exemple, signés de Robespierre, de la nomination de Thureau. Oui, mais il est nommé... Alors, Thureau venait de l'armée des Pyrénées occidentales, une chose comme ça. Mais on ne peut pas accuser Robespierre des crimes de Thureau qu'il va commettre après. De la même manière que beaucoup de proconsuls se sont avérés sanguinaires sur le terrain, comment pouvait-on le savoir avant qu'il soit sur le terrain? Pourquoi est-ce qu'on a rappelé Thureau? Parce que son plan avait échoué. Quel est le contenu du plan? Oui, effectivement, c'est de sillonner la Vendée, enfin, la Vendée militaire, et de raser... C'est son plan à lui, d'ailleurs. D'ailleurs, justement... Alors, si vous permettez, monsieur... Alors là, c'est l'inverse, oui. Nous avons la réponse, c'est ce que vous n'avez pas voulu que je lise tout de suite, de Carnot, qui dit ceci. Tes intentions lui paraissent bonnes, du moins, tes mesures lui paraissent bonnes, c'est-à-dire l'utilisation des colonnes infernales, et tes intentions pures, c'est-à-dire l'extermination des habitants. C'est ça que ça veut dire. Qui reste. Oui, tous les habitants qui restent. Oui, mais c'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? Ben, on a des habitants de la région qui ont été, qui sont partis tout seuls ou qui ont été évacués et qui ne sont pas inquiétés pour autant. On n'a pas génocidé les habitants de la région en soi. On a voulu exterminer effectivement ceux qui restaient. Et même là, tout le monde n'a pas été exterminé. Ceux qui restaient où? Dans les régions en rébellion. Là, j'ai des arrêtés qui prévoient même des indemnités pour des gens de ces régions-là. Donc le fait même d'appartenir à ces régions-là n'était pas passible de mort en soi.
si je comprends bien votre raisonnement, qui est contradictoire d'ailleurs, je ne sais plus du tout. C'est pas un raisonnement, c'est les documents qui me le disent. Bon. Si je comprends bien votre raisonnement, je ne sais plus où du tout on en est, si s'est passé quelque chose, si s'est pas passé quelque chose, si c'était marginal, si ça a été un dérapage, etc. C'est pas du tout clair dans ce que vous dites. S'il y a eu des ordres de données, s'il y a eu des lois, etc. Bien. Comment expliquez-vous qu'il y ait des villages qui ont été rasés de la carte? Comment expliquez-vous qu'il y ait 117 000 minimum habitants qui ont disparu? Comment expliquez-vous que majoritairement, dans tous les sondages que nous avons faits, ce sont des femmes, des enfants et des vieillards? Ah ben oui, mais effectivement, la stratégie, c'était effectivement, au départ, de cerner les rebelles, et puis après, ils ont effectivement massacré tout le monde. Mais je n'en disconviens pas. Ils ont effectivement massacré tout ce qui restait. Bon, en tout cas, autant qu'ils ont pu. C'est vrai. Ça a été la stratégie adoptée. Alors vous dites que c'est le comité qui ordonne cette stratégie. En fait, le comité s'en remet aux gens qui sont sur place. Et vous savez que ce n'est pas le comité qui a indiqué le plan à Thureau. D'ailleurs, le comité a été rappelé parce que son plan ne marche pas. Bill O'Varenne, qui était à ce moment-là à Saint-Malo, dit qu'il n'est pas d'accord avec ce plan. Mais c'est le Thureau qui organise ce plan, c'est pas le comité qui lui indique. Alors, c'est effectivement Thureau qui propose ce plan parce qu'il remet en question le plan conçu par les membres du comité de salut public qui était d'utiliser par masse l'armée pour exterminer et anéantir la population. Et lorsque Thureau fait cette proposition le 21 janvier 1794, il fait cette proposition non pas pour remettre en question l'objectif défini par les membres du comité de salut public, c'est-à-dire l'extermination des habitants, mais parce qu'il remet en question la stratégie, puisqu'il substitue au plan de masse l'utilisation des colonnes infernales. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il échoue qu'on va le rappeler, parce qu'il reste trop d'habitants vivants en Vendée militaire, et que le comité de salut public va imposer un nouveau plan, qui va d'ailleurs être un plan mixte entre le plan Thureau et le plan d'utilisation par masse défini par le comité de salut public le 11 novembre 1793. Donc c'est bien parce que Thureau n'a pas réussi dans son opération, il n'a pas suffisamment exterminé la population, etc., que certains s'émeuvent, bien sûr, mais n'empêche que pour mettre en œuvre cette politique d'extermination et d'anéantissement, on envoie les députés. Et ce n'est pas seulement en Vendée, puisque ces mêmes députés, nous les retrouvons un peu partout en France, là où il y a des exterminations de masse. Ce sont bien les députés qui sont à l'origine de ça. Voilà, donc... ça moi. Bon, monsieur Sécher a 3-4 minutes de plus, donc je vais vous demander de conclure, parce que malheureusement on doit libérer la salle. Donc tu as 5 minutes pour conclure, et il restera 1 à 2 minutes, monsieur Sécher. Là, ça tombe bien, là vous parlez des proconsuls dits sanguinaires qui ont été envoyés dans le département. Comme par hasard, ce sont tous les ennemis de Robespierre, Fouché en tête. Je voudrais quand même donc insister sur le fait que le plan du comité était bien de faire évacuer autant que possible les non-combattants, ou en tout cas les non-rebelles. Et qu'en 1994, on considère effectivement que tout ce qui reste en Vendée peut être éliminé. C'est vrai, c'est vrai. Ceci étant, je vous lis juste ceci. C'est un arrêté du comité du 21 mai. Donc le comité, Carnot, Collet d'Herbois, Lindé, arrête en 20 articles d'effectuer la récolte partout en Vendée, au besoin sous la protection de la force armée, et de transporter en lieu sûr le blé pour le garder ou même le battre. Il sera tout d'abord fait un recensement de toutes les familles, de tous les individus, de toutes les terres cultivées, de tous les ouvriers agricoles, etc. On ne recense pas des gens, forcément, que l'on veut exécuter. Plus loin, on retrouve... Donc ça c'est le 11 juillet. Lettre de Beau, représentant à Nantes. Faut-il ne nommer qu'une commission pour délivrer des certificats de civisme à tous les citoyens des départements qui ont fait partie du théâtre de la guerre de la Vendée et qui réclament des indemnités? Vous nous dites que les gens ont été génocidés, et ces gens-là peuvent même réclamer des indemnités. En tout cas, une partie de ces gens-là, évidemment. Donc, il reste bien des gens en Vendée, des gens qui ne sont pas considérés comme des ennemis,
même s'ils peuvent être considérés comme suspects, en tout cas qu'ils ne sont pas menacés d'extermination automatiquement. Et les distinctions qui sont faites entre les... une autre, le 13 juillet, attendez, là qui est très clair. Donc encore une fois, c'est une lettre de Beau. Il faut protéger les patriotes, les paisibles cultivateurs, il faut exterminer